Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, je suis Élisée Onta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Je remercie tous celles et ceux qui constituent la communauté qui regardent nos vidéos. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne parce que les statistiques de YouTube disent qu'aujourd'hui, bon, ce n'est plus 8%, c'est 9% seulement de tous ceux qui regardent les vidéos ici sont abonnés à notre chaîne et le reste ne le sont pas. Nous voulons inverser la tendance. Nous voulons que 91% des gens soient abonnés et 9% ne le soient pas. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui invitent leurs amis à s'abonner sur notre chaîne. Mais également, partagez la vidéo sur votre mur, dans vos groupes. Mettez un like pour que YouTube puisse recommander la vidéo au maximum de personnes. Et enfin, devenez membre de notre chaîne, souscrivez au membership pour soutenir le développement de notre chaîne ou encore donner les étoiles si vous êtes sur Facebook afin que nous puissions développer nos chaînes. Voilà. Je fais une présentation qui s'intitule Niger. Réflexion sur le modèle de développement. Réflexion sur le modèle de coopération avec la Chine et l'Algérie. Quel est le modèle gagnant? Je répète, Niger, réflexion sur le modèle de coopération entre le Niger et la Chine, entre le Niger et l'Algérie. Quel est le domaine gagnant? Voilà, c'est une présentation que je fais pour analyser, si on peut dire, et décrypter l'actualité qui a cours ces derniers jours sur le continent africain. Un ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, avait dit, vous savez, il disait ça devant ses enfants là, en Côte d'Ivoire, dont tous les jeunes là, les Anichele, les Blé Goudé, tous ces jeunes là, il disait, le continent africain, Laurent Gbagbo c'est un historien, il disait, tout le monde nous a marché dessus. Tout le monde nous a piétinés dans ce monde-là. Tout le monde nous a pillés également dans ce monde-là. L'Afrique, quand vous regardez l'histoire, ce qui s'appelle l'histoire antique de l'Afrique, mais vous retrouvez beaucoup de manuscrits ici aux États-Unis, que soit qui ont été volés, amenés ici par des gens et plus tard revendus, etc. Quand vous feuilletez ces manuscrits-là, vous voyez que l'Afrique était très prospère jusqu'à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Très prospère. Par exemple, le Mali était au monde ce que Wall Street à New York aujourd'hui aux États-Unis. Donc, Gao, je crois, était la capitale mondiale de l'or, de l'argent, des pièces précieuses. C'est là-bas que se passaient tous les échanges, vers les Amériques, vers l'Europe, vers tout le monde entier, les pierres précieuses, etc. etc. Et l'homme le plus riche de la terre s'appelait Mansa Moussa. Donc, de la terre, je dis bien. Mais tout cela, après la colonisation, la soumission, le lavage de cerveau, le pillage, la violence, tout ça nous a affaiblis considérablement. Et ce que l'on voit arriver aujourd'hui de plus en plus sur le continent, c'est déjà une tentative pour les Africains de commencer à se regrouper, à travailler ensemble. C'est important, c'est pour ça que vous me voyez faire beaucoup de présentations concernant l'Algérie qui fait des efforts pour commencer à travailler avec ses frères africains, le Maroc aussi qui fait des efforts pour travailler avec ses frères africains. Ça, je souhaite que ça ne blesse personne, ni dans un pays ni dans l'autre, nous sommes tous africains. Ensuite, les dirigeants africains commencent à faire un effort quand même pour que les populations locales, à qui la nature, la providence a donné d'immenses ressources, richesses sous leur sous-sol, que ce soit les minéraux, que ce soit la terre fertile, etc., etc., que ces populations-là puissent commencer à profiter des richesses que le sous-sol leur a données. Parce qu'en ce moment, elles ne profitent pas de ces richesses du sous-sol. Et c'est vraiment pénible, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment pénible. Et l'actualité, ces derniers jours au Niger, nous a donné à constater des choses. Je lis le texte que j'ai pris sur la page de l'AES, l'article s'intitule « L'État expulse les responsables chinois de Soras, société de raffinage des Zender ». Soras veut dire société de raffinage des Zender. Donc c'est une raffinerie en construction au Niger par les Chinois.
excusez les responsables de CNPC, je crois que c'est China National Petroleum Company. Et puis le WAPCO, c'est la société qui fait le pipeline pour non-respect des engagements. Je précise, je lis d'abord le texte, hein, ce n'est pas long, ça va prendre 1 minute. L'État nigérien a pris une décision forte, ordonnant aux responsables des entreprises chinoises Soraz, CNPC et WAPCO de quitter le territoire dans un délai de 48 heures à compter du 12 mars 2025. Cette mesure radicale fait suite au non-respect flagrant de l'ordonnance numéro 20-24-34 adoptée le 2 août 2024 qui visait à garantir que les richesses nationales profitent en priorité aux Nigériens, dont le pétrole du Niger raffiné au Niger profite aux Nigériens. Plusieurs manquements ont été reprochés à ces entreprises. 1. Refus d'appliquer une grille salariale équitable pour les travailleurs locaux. 2. Non-respect du quota des fournisseurs locaux dans les contrats. 3. Manque de priorité accordée aux biens et services locaux. 4. Absence de formation et de promotion du personnel nigérien. Et 5. Refus de transfert de technologie pour renforcer les compétences nationales. Ça, c'est bien dans le texte. Cette décision, loin d'être un simple avertissement, rappelle une vérité fondamentale. Les ressources du Niger appartiennent en premier lieu aux Nigériens. Les investisseurs étrangers sont les bienvenus à condition de respecter scrupuleusement les textes, les règles établies par l'État. Voilà, je rappelle ce que c'est qu'une ordonnance. Donc quand on dit ordonnance numéro 2024-34 adoptée le 2 août, ça veut dire que c'est une ordonnance qui a été adoptée en 2024 quand le général Abdourahmane Tiani et ses amis, donc le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et autres, le gouverneur de Niamey, tous ces gens-là, le gouverneur de Difa, toutes ces premières figures qu'on a vues au lendemain du coup d'État. Donc, ce sont des textes qui ont pris par ordonnance. Ordonnance, ça veut dire que le Parlement donne mandat au président de légiférer et de décider à la place du Parlement, de rédiger un texte, d'en discuter avec le Parlement, mais de le promulguer rapidement sans passer par un vote parlementaire. Voilà. En la matière, je ne vois même pas ce que le Parlement aurait changé. Hein? Comme je vous ai dit, ce qu'on reproche aux 3 entreprises, c'est le refus d'appliquer une grille salariale équitable. Voyez-vous les chers frères, en Afrique, qu'est-ce qu'on voit dans les entreprises? C'est frustrant, je connais bien le sujet, pour avoir été la tête de proue d'une entreprise française en Afrique. Vous voyez, le directeur de services juridiques, qui est un Africain, qui gère tous les contentieux qu'on lui envoie et qui meurt de stress dans son bureau. Il a un salaire de 800 000 francs. Le type qui arrive, qui est directeur de, je sais pas moi, de la logistique dans l'entreprise parce que c'est un expatrié, il a 10 millions. Je dis, c'est frustrant. C'est frustrant. On rémunère les gens sur la base des compétences, on ne les rémunère pas sur la base du fait qu'ils viendraient de l'étranger. Encore que quand ils viennent de l'étranger, ils doivent apporter une compétence qu'on n'a pas localement. Les États, les chefs d'État ont raison de pouvoir négocier et dire aux entreprises, voilà, il faut arrêter ce système où l'expatrié serait payé 10 fois plus que le local. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fait pas ici aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être une entreprise française. En la matière, ce n'est pas une entreprise française. C'est une entreprise chinoise. Vous ne pouvez pas être une entreprise chinoise installée sur le territoire américain. Vous employez les Américains, vous les payez 10 fois moins cher que les cadres chinois que vous aurez amenés sur le territoire américain pour des compétences égales. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En Amérique, ici, là, on fait venir des gens qui viennent d'ailleurs, de l'Inde, de partout. Ils travaillent, on les donne des salaires raisonnables. Mais on ne les paye pas 10 fois plus que les citoyens locaux. Il n'y a pas de raison que ça se fasse en Afrique. Ensuite, il a dit le non-respect du quota de fournisseurs locaux dans les contrats. Ce qui est normal. Vous êtes un fournisseur local, vous arrivez pour faire un projet d'investissement. Vous devez quand même prendre des entreprises locales, puisque vous investissez dans un pays. Et vous investissez pour produire et vendre à des gens qui sont localement installés. Il faut donner la place aux entreprises. Le reproche qu'on a souvent fait aux entreprises chinoises sur le continent africain, c'est qu'ils arrivent, on a vu ça au Cameroun, pour construire le palais des congrès. Tout le matériel est importé de chez eux. Le personnel arrive de chez eux.
Toutes les entreprises qui exécutent le contrat sont des entreprises chinoises. Les entreprises camerounaises sont spectateurs. L'État camerounais crée la bourse de la sous-traitance. Mais la bourse de la sous-traitance, il y a 0 contrat qui sont donnés là-bas. Ça reste une coquille vide. Et malheureusement, la corruption aidant, comme chez nous au Cameroun, les gens aiment l'argent frais, comme on dit. Personne n'ouvre la bouche et les gens font ce qu'ils veulent. Au Niger, en revanche, les autorités nigériennes disent non, vous devez donner des contrats. Les contrats, je vis aux États-Unis. J'ai déjà marché, j'ai déjà visité, dans le cadre de mon travail, plusieurs sites en construction des unités industrielles aux États-Unis. Je me suis arrêté même une fois, j'ai filmé un là. Je crois, je ne sais pas si j'ai posté ça sur ma chaîne. Mais vous voyez bien, c'est construit. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est une entreprise mexicaine qui va s'installer aux États-Unis pour produire certaines choses que je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tous les bâtiments là ont été conçus par des entreprises américaines. La peinture, la plomberie, l'électricité, le toit, l'asphaltage, etc., la sécurité, etc., la protection, l'isolation, la barrière, tout ça, ce qu'on appelle planter la pelouse, etc., tous les contrats, 100% des contrats sont donnés aux entreprises américaines. Mieux, l'Amérique étant un État fédéral, les contrats sont donnés aux entreprises résidant ou domiciliées dans l'État où on est en train de construire cela. Ce qui est normal. Parce que vous amenez les capitaux, vous réalisez des investissements. Si vous donnez les contrats aux entreprises locales, elles vivent aussi. Elles emploient des nationaux, elles travaillent, elles payent des impôts à l'État, etc. Ça développe l'économie. Elles travaillent sur un chantier, elles apprennent, elles se forment. Et quand bien même il n'y aurait pas d'entreprise locale au Niger, que ce soit des entreprises de l'AES ou des autres pays d'Afrique. Mais souvent, ce que l'on observe chez nous, les gens viennent, par exemple, surtout les entreprises chinoises sont spécialisées dans ça. Elles amènent tout jusqu'à amener les manœuvres. Et elles travaillent et nos jeunes sont là sur la moto, ils sont spectateurs, ils regardent. Le jour où ils inaugurent, on inaugure, ils vont aussi là-bas comme des spectateurs. Ils marchent, même quand le président passe, c'est l'ouvrier chinois qui a la télécommande pour ouvrir la porte. Ce n'est pas normal. Et ça, le Niger dit non. Ce n'est pas normal. Je pense que ce n'est pas attaquer quelqu'un que de le dire. Il a dit le non-respect des quotas des fournisseurs locaux dans les contrats. Le manque de priorité accordée aux biens et aux services locaux. Voilà ce qu'on reproche. On amène le fer de l'étranger, on amène le ciment de l'étranger, on amène tout, je vous dis, jusqu'aux manœuvres. Pendant ce temps, le Niger, normalement, dans les pays, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a 2 cimenteries. Et il y a un projet qui va absorber peut-être, je ne sais pas moi, combien de milliers de tonnes. On en profite pour construire une 3e cimenterie. Parce que la 3e cimenterie va se lancer. Le projet va durer combien? 3 ans. La 3e cimenterie se lance parce qu'elle produit, elle fournit le chantier. Et comme ça, elle s'installe, les gens ont le temps d'apprécier la qualité de ses produits. Et elle se lance, à la fin de ce chantier, elle continue. Elle exporte même. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Les gens importent jusqu'à importer le ciment. Rappelez-vous des écoles japonaises que le Japon avait offert au Cameroun. On disait au Cameroun seulement, tu montes un terrain et tout venait, même jusqu'au ciment, ça venait du Japon. Même jusqu'au gravier, peut-être le sable. Et même le sable, là, les trucs arrivaient déjà coulés, les poutres en béton, les parpaings, tout arrivait du Japon. Rien n'a été payé au Cameroun. C'est pas compliqué, on sait comment ça se passe. Au Japon, on fait tourner la planche à billets, on imprime des yens et on donne ça à des entreprises japonaises qui étaient en difficulté sur le plan économique et elles vont s'installer en Afrique et construire des écoles comme ça. Ça ne nous sert pas, ça sert plutôt les intérêts d'ailleurs. Je pense que les autorités chinoises, nigériens ont tenu à corriger ça. Hein? Ils ont dit l'absence de formation et de promotion du personnel nigérien, le refus de transfert de technologie pour renforcer les compétences nationales. Voilà. Ça c'est important. Je pense qu'on a suivi tous l'actualité et on a vu ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est un litige qui oppose, je précise bien, pas la Chine au Niger, mais les dirigeants de ces entreprises. Parce que si le gouvernement nigérien leur demande de quitter le territoire nigérien, c'est que dans les négociations qui ont eu lieu entre la Chine et le Niger, entre Soraz, pour la construction de cette raffinerie, par le géant chinois du pétrole, WAPCO pour les pipelines, etc., je suis persuadé qu'il y avait eu déjà des contrats à négocier. On met dans des contrats en disant, vous allez appliquer ça, ça, ça.
en référence à telle ordonnance qui est prise. Et le gouvernement chinois a dû se rendre compte que, parce que ce n'est pas le seul dossier, il y a même le dossier de la société d'hôtellerie, de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le gouvernement nigérien a dû se rendre compte que les dirigeants de WAPO n'appliquaient pas les conventions qui avaient été prévues dans le cahier des charges pour la construction de cette raffinerie-là. Il y a dû certainement avoir un rappel à l'ordre, pas une fois, deux fois, trois fois, etc. etc. Et face au rappel à l'ordre et au non-respect, donc les engagements restent intacts, mais les dirigeants qui n'ont pas voulu respecter les engagements qui permettent aussi aux entreprises nigériennes de faire des affaires à cet endroit, le gouvernement nigérien leur demande de quitter leur territoire. Il reviendra maintenant au gouvernement chinois de renvoyer de nouveaux dirigeants en rappelant à ces nouveaux dirigeants-là qu'il y a un cahier de charges qu'ils doivent absolument respecter lorsqu'ils travaillent sur le territoire nigérien. Et la demande de quitter le territoire ne peut pas se faire sans accord du ministère des Affaires étrangères chinois et l'ambassadeur de Chine vivant au Niger. Donc il n'y a pas une crise diplomatique, comme j'ai pu entendre sur des plateformes comme Brut ou RFI, etc. Il n'y a pas une crise diplomatique entre la Chine et le Niger. Simplement, on est au Niger face à des gens qui ont enfin décidé de commencer à faire respecter leur pays. On a vu ça au Niger, on a vu ça au Mali, dans l'affaire de litige sur les mines d'or, etc., etc. Voilà, on a vu ça. Donc, on est dans des endroits où les gens ont enfin décidé de commencer à faire respecter leur pays, de commencer enfin à mettre les conditions telles que les gens peuvent bénéficier des ressources naturelles qu'ils ont dans le sous-sol. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous avez également suivi avant cet épisode-là. Vous voyez comment l'Algérie est intervenue dans la construction de la raffinerie qui sera financée par Zima Group au Canada. Vous avez vu comment l'Algérie est intervenue dans la construction de cette raffinerie. L'Algérie est intervenue dans le sens où l'Algérie a mis en place, si vous voulez, l'Algérie a mis en place un mode opératoire qui consiste à transférer la technologie. Et le transfert de la technologie, ça se décline comment? Par la formation. Vous voulez une raffinerie? Oui, ok. On va prendre des travailleurs nigériens, des jeunes techniciens, donc techniciens, des ingénieurs, donc des cadres, des agents de maîtrise. On les a envoyés en Algérie, on les a recrutés au Niger, on les a envoyés en Algérie pour aller apprendre pendant 2 ans la gestion d'une raffinerie. Voilà. Pendant 2 années, la gestion d'une raffinerie, la maintenance, la sécurité, etc., etc. Tous les aspects de la gestion d'une raffinerie. Donc, ça se fait sur les raffineries, la Sonatrach, et ça se fait sur la supervision de l'Institut algérien du pétrole. Donc, ça permet, par exemple, au Niger d'avoir 140 cadres qui sont rompus à la construction et à la maintenance d'une raffinerie. De façon à ce qu'eux peuvent dupliquer le modèle qu'ils ont appris en Algérie sur leur territoire avec l'assistance technique de l'Institut algérien du pétrole. Autrement dit, le Niger peut envisager demain la construction sur son territoire d'une dizaine de raffineries. Si c'est des raffineries de 50 000 barils, ça peut raffiner 500 000 barils. Le Niger peut pomper un peu plus et commencer à raffiner du pétrole. Le Niger peut importer du pétrole du Tchad en construisant des pipelines, etc., etc. Il peut même importer du pétrole brut d'autres pays comme la Libye, par exemple, pour raffiner sur son territoire. Ça permet de développer les pipelines. Ça, c'est important à dire. Et tout ça, ça a été fait dans un dialogue en respectant la souveraineté des peuples algériens et nigériens. 1. Le transfert total de la technologie. 2. Non, on ouvre les portes de la Sonatrach, on ouvre les portes de l'Institut national du pétrole. 2. L'assistance technique dans la construction de cette raffinerie. 3. La formation des hommes, le capital humain, dans la gestion, la maintenance, la sécurité, c'est important, la dimension sécuritaire de la raffinerie et du transport des hydrocarbures dans un contexte où on est dans une zone qui est confrontée à l'insécurité aiguë. Voilà. Donc, vous voyez ça là au Niger, vous voyez comment ça se passe là au Niger, entre l'Algérie et tout. Et vous voyez encore, l'Algérie a mis encore un point d'honneur, par exemple, en plus de la formation des hommes, apporter l'assistance technique pour que demain le Niger puisse dupliquer ça. C'est-à-dire qu'on présume que ce sera la dernière raffinerie que les Nigériens construiront en faisant appel à un pays étranger. Sur tous les aspects.
Alors que dans le cas de la Chine, ce qu'on peut reprocher par exemple à nos amis et frères chinois, c'est qu'on voit venir, on construit une raffinerie, là tout le personnel est chinois, tout le monde, quand les Nigériens eux-mêmes, on voit ça au Cameroun avec certaines infrastructures que la Chine a faites. Les Camerounais eux-mêmes quand ils entrent là, ils ne connaissent pas, ils sont eux-mêmes étrangers à ça, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les cours, ils n'ont rien, ils viennent aussi seulement comme ça et puis ils ressortent. Et ils ne peuvent pas reproduire ça, ils ne peuvent pas dupliquer ça, ils ne sont jamais entrés là-bas quand on construisait. Donc, ça, c'est aussi un message à la Chine de la part des États africains ou des nouveaux dirigeants que vous avez en Afrique. Les Paul Kagame, les présidents tanzaniens, éthiopiens, kenyans, angolais, etc. Qui vous disent, écoutez, il y a une époque où nous étions des spectateurs et les gens entraient chez nous pour faire tout ce qu'ils voulaient à leur guise. Ce sera plus pareil. Si vous voulez venir investir chez nous, il faut que les investissements soient diligentés dans le sens qui respectent quand même. Je prends un exemple, hein, aux États-Unis. Quand vous créez une entreprise, une grande entreprise américaine, si vous créez une grande entreprise américaine et la grande entreprise américaine se développe, par exemple, si vous êtes Total, par exemple, Total qui est français, vous venez vous installer aux États-Unis pour investir dans le gaz et le pétrole au Texas, par exemple. Il faut savoir que les dirigeants de toute votre entreprise sont américains. C'est une obligation légale. Dans un secteur stratégique comme l'énergie, disons ça comme ça, les dirigeants sont tous, il n'y a pas de vice-président. Les Chinois ont même fait des concessions, le directeur est ceci. Aux États-Unis, tous les dirigeants sont américains. Vous investissez, mais vous êtes obligé d'avoir les dirigeants américains qui doivent savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez obligation de fouiller, d'engager des cabinets de chasseurs de tête, de fouiller pour retrouver les gens qui travaillent dans ces entreprises. Ce qu'on ne retrouve pas chez nous, ce qu'on ne retrouve pas dans nos entreprises, on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas les multinationales françaises qui sont par exemple installées au Cameroun. Tout le monde, nos frères, c'est soit des directeurs adjoints du directeur adjoint du directeur de département. Et quand il est directeur adjoint du directeur de département, c'est un domestique. Ça veut dire que quand il y a un petit conflit là et que le blanc veut passer un savon à un Camerounais, il appelle son propre frère, il dit va gronder ton frère. Ou il le tire, il l'amène dans son bureau, il le gronde devant lui. Et après l'autre il sort, il dit tu vois, j'ai rien dit, hein, c'est ton frère même qui te gronde. On ne veut plus voir ça. Nous avons une jeunesse qui est bien formée, bien éduquée. Je l'ai déjà dit et je le redis dans les directs que je fais. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous trouvez les gens qui arrivent chez nous, qui savent lire, compter, écrire, avec le baccalauréat, etc. Tout de suite, ils accèdent à des postes de responsabilité dans des entreprises, des usines, etc. etc. S'ils sont bien orientés, parce qu'ils savent lire, écrire, compter, etc. 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 C'est ce qu'il faut. Donc voilà, ma présentation s'arrête ici. Je remercie tous ceux et celles qui l'ont suivi. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Ce n'est nullement une présentation provocative. Vous arrivez au moment à la conclusion que le partenariat que propose l'Algérie est un partenariat qui est gagnant, parce que c'est un partenariat qui permet de former le capital humain, de transférer la technologie, d'apprendre à nos gens comment faire la maintenance, etc., de les assister dans la construction, etc. Et ça va être un game changer forcément, parce que l'Algérie ayant quand même pas mal de technologies, pas mal de ressources humaines qui peut aider les Africains à construire à peu près tout type d'industrie en dehors de lancer des fusées à la Lune, etc., etc., va se positionner en Afrique dans la mesure où un transfert de la technologie va se positionner en Afrique comme un partenaire de choix. Et je ne vois pas, je vois bien cette décision intervient juste après que l'Algérie a aidé le Niger à changer la donne dans la construction de sa raffinerie. Sûrement, si le Niger est allé voir l'Algérie pour discuter, c'est qu'il y avait quelque chose de sous-jacent en dessous de ça. Et c'est quelque chose de sous-jacent là, il les a permis de... Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le gouvernement nigérien a donc interpellé le gouvernement chinois en faisant partie de ses dirigeants, en ramenant d'autres qui vont se conformer à l'ordonnance du 24 août 2024. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie énormément. Cette fois-ci, c'est la meilleure. Laissez toutes vos impressions dans le commentaire, dans le chat, dans la politesse et la courtoisie, s'il vous plaît, afin que personne ne soit bloqué ou éjecté de notre chaîne. Respectez l'opinion des autres et exprimez votre opinion dans le respect de l'opinion des autres.
Hein, soyez tolérants. Et abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Mettez un like sur la vidéo pour que la vidéo puisse être upgrade. Souscrivez à notre membership hein, pour que nous puissions continuer à développer notre chaîne. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup d'applications à souscrire pour à peu près travailler pour que la chaîne soit au même degré que les autres. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Prenez soin de vous. Bye.